Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une question de fond, une question qui touche vraiment à l'essence même de l'accompagnement humain. Oui, bonjour. Comment créer un espace où l'autre se sent vraiment en sécurité, surtout quand on ignore tout des blessures invisibles qu'il ou elle peut porter? C'est une question essentielle. Et les documents qu'on explore aujourd'hui nous viennent d'une formation pour coach holistique, Coach Holis. Ils proposent une sorte de boussole pour naviguer ça. Une boussole, oui. C'est une approche qu'ils nomment trauma aware, qu'on pourrait traduire par consciente du trauma. Alors le mot trauma, il est fort, hein, il peut même faire un peu peur, on a l'impression que ça nous emmène tout de suite sur le terrain de la thérapie. Exactement. Et c'est la toute première chose que les sources clarifient. L'idée, c'est absolument pas de transformer les coachs en thérapeutes. Ce qui n'est pas leur rôle. Pas du tout. Il s'agit plutôt de cultiver une qualité de présence, une sorte d'éthique relationnelle, si tu veux, qui permet de soutenir sans risque de blesser. C'est la reconnaissance très humble qu'on ne sait pas ce que les gens ont traversé. D'accord, donc c'est une posture de prudence. Mais Une prudence active. notre mission à travers cette discussion, c'est un peu de décortiquer ce que ça implique concrètement. C'est ça. Et on va voir que ça se joue dans des détails, mais incroyablement subtils. Le choix des mots, le rythme, et même la place qu'on laisse au silence. Précisément. Il y a une phrase dans les documents qui, je trouve, résume parfaitement cet esprit. Ah oui? Elle dit « Être trauma-aware ne veut pas dire être thérapeute. Cela signifie être présente, consciente, respectueuse de la complexité des histoires que nous rencontrons. C'est très juste. Et en coaching holistique, où on touche au corps, aux émotions, au mental, c'est juste non négociable. Sans cette conscience, on peut, sans le vouloir, réactiver une vieille douleur ou reproduire une dynamique de pouvoir qui est blessante. Justement, ce mot « trauma », il est tellement lourd de sens. On a tendance à l'associer tout de suite à des événements spectaculaires, des accidents, des guerres. Oui, Mais les sources qu'on a, elles suggèrent une vision beaucoup plus nuancée, n'est-ce pas? absolument. Et c'est un point clé pour pas passer à côté de l'essentiel. Les documents proposent une classification très éclairante pour affiner le regard. D'abord, il y a ce qu'ils appellent les traumatismes avec un grand T. D'accord, Là, c'est ceux auxquels on pense spontanément. d'accord. Les accidents graves, les agressions, les catastrophes naturelles, les deuils brutaux. Des événements qui, vraiment, fracturent une vie. Et qui nécessitent un suivi spécialisé, Très souvent, oui. un suivi thérapeutique. Ok, ça, c'est le territoire, on va dire, connu. Mais c'est après que ça devient, je trouve, vraiment intéressant. C'est là que la subtilité entre en jeu. La deuxième catégorie, ce sont les traumatismes avec un petit t. Un petit T. Oui. Ici, on parle plus d'un événement unique et violent, mais de blessures plus diffuses, souvent relationnelles et chroniques. Ça peut être par exemple des humiliations répétées pendant l'enfance, Ah oui. un manque constant de sécurité affective, ou encore les effets très insidieux des discriminations systémiques, comme le racisme, le sexisme. Ce qui veut dire que ces petits T, même s'ils semblent moins dramatiques de l'extérieur, peuvent façonner en profondeur la manière dont une personne se protège. Exactement. Ces réactions, sa façon d'être au monde. Et on peut passer complètement à côté si on n'a pas cette grille de lecture. Tout à fait. Ces blessures sont souvent invisibles, mais elles sont extrêmement structurantes. Et puis il y a la troisième catégorie qui va encore plus loin, Lesquelles? les traumatismes complexes ou développementaux. Ils sont liés à des situations d'abus ou de négligence qui se sont étalées sur la durée, particulièrement dans l'enfance. Donc quelque chose de répété. Voilà. Et là, l'impact est très profond sur l'identité même de la personne, son rapport à son propre corps, sa capacité à nouer des liens de confiance. Et il y a encore une dernière catégorie qui élargit encore le champ. Oui, celle des traumatismes transgénérationnels et systémiques. Là, on parle de vécus qui n'appartiennent même pas directement à la personne, C'est-à-dire? mais qui sont hérités de sa lignée familiale, les conséquences d'une guerre, un exil, un lourd secret de famille, ou même des traumatismes collectifs, comme la colonisation, Et ça peut se manifester comment, ça? par des blocages, des angoisses, des schémas répétitifs, dont la personne ignore totalement l'origine. Face à un paysage aussi complexe et potentiellement miné, la question de la frontière du rôle du coach devient absolument centrale. Ça doit être vertigineux. C'est la préoccupation numéro un des documents. Il le martèle, hein, vraiment. Le coach n'est pas un thérapeute. D'accord. Son rôle, ce n'est pas de traiter le trauma, c'est de créer un cadre suffisamment sécurisant pour que la personne puisse cheminer sans être blessée à nouveau. Ce qui veut dire, Ça veut dire savoir valider ce que la personne ressent, savoir s'arrêter net si une émotion trop forte est activée, et surtout, savoir orienter vers un professionnel compétent quand c'est nécessaire.
C'est une question d'humilité en fait. C'est le mot juste. Il y a une citation des sources que je trouve magnifique là-dessus. Je t'écoute. Être trauma-aware, c'est avoir assez de conscience pour ne pas blesser et assez d'humilité pour savoir quand passer le relais. C'est très bien dit. Cette idée de frontière est cruciale. Et j'ai l'impression que pour aider les coachs à s'orienter, les documents ne s'arrêtent pas à une seule définition. Non, Ils proposent une sorte de gradation, comme des niveaux de finesse dans cette conscience. c'est exact. C'est un spectre qui permet de se situer. Le premier niveau, là-bas, c'est la posture trauma-aware, ou consciente du trauma. C'est le socle que Coach Hollis vise pour tous ses praticiens. Ok, le minimum requis, en quelque sorte. Voilà. Concrètement, ça veut dire adapter son langage, éviter les injonctions, ralentir le rythme, toujours demander le consentement. C'est la posture par défaut. Une sorte d'hygiène relationnelle de base. Et si on veut aller plus loin? On passe au niveau trauma-informed ou informé sur le trauma. Là, la pratique devient plus structurée. Elle s'appuie sur des cadres théoriques, des recherches. Comme par exemple? Comme les 6 principes de la SAMHSA, une agence de santé américaine. Ces principes incluent la sécurité, la confiance, la collaboration, le choix. C'est une approche qu'on retrouve beaucoup dans le secteur social ou de la santé. C'est plus formalisé, donc. D'accord. Et après? Après, on entre dans quelque chose de plus sensoriel, avec la posture trauma-sensitive ou sensible au trauma. Là, on quitte un peu les manuels pour entrer dans la finesse émotionnelle. C'est-à-dire? C'est la capacité à lire les signaux non-verbaux, très subtils. Une respiration qui se coupe, un regard qui se dérobe, un corps qui se fige, même imperceptiblement. Et d'ajuster sa propre posture en temps réel. Là, j'ai l'impression qu'on quitte le savoir pour entrer dans le ressenti. C'est quelque chose qui s'apprend pas juste en lisant ça. C'est une pratique très incarnée, en effet. Ça doit se pratiquer, se sentir. Ça me fascine cette idée de lire les signaux du corps. Et ça mène au niveau suivant, trauma responsive ou réactif au trauma. Ce n'est plus seulement sentir, c'est aussi agir. Agir comment? C'est la capacité à intervenir activement et avec justesse si on perçoit une activation traumatique. Ça peut être d'interrompre une discussion, de proposer une pause, de dire on s'arrête là pour aujourd'hui. Ok. Ou de guider la personne pour qu'elle revienne à ses sensations corporelles, ici et maintenant. Et tout au bout de ce spectre, il y a une zone rouge, une ligne que les sources nous disent de ne surtout pas franchir. Oui, et c'est capital de le souligner. Le 5e et dernier niveau, c'est trauma focused, ou centré sur le trauma. Et ça, c'est... Là, on est en plein dans la thérapie. Ce sont des approches spécifiques comme le MDR ou la somatic experiencing qui visent à traiter le trauma. Le document est en ne plus clair, ce n'est pas la posture du coaching. C'est la frontière infranchissable. Pour rendre tout ça un peu moins abstrait, les sources proposent une sorte de guide pratique, une boussole en 4 points, les fameux 4 R. C'est un excellent aide-mémoire, oui, inspiré de la SAMHSA. Le premier R, c'est réaliser. Réaliser que le trauma est une expérience bien plus fréquente qu'on ne le pense, et qu'il est souvent invisible. D'accord. Le deuxième, c'est reconnaître. Reconnaître les signes qui montrent qu'une personne se protège, sans les juger, sans les interpréter. Le troisième, c'est résister. Résister à la retraumatisation. Ça me fait penser à cette tentation qu'on peut avoir de pousser quelqu'un pour son bien, tu sais, Exactement. en lui disant « Allez, encore un petit effort ». Ah oui. Alors qu'en fait, on est peut-être en train de forcer une porte que la personne a mis des années à barricader pour survivre. C'est exactement ça. Résister, c'est ne pas pousser, ne pas insister, ne pas chercher à faire sauter le verrou. Et enfin, le 4e R, c'est répondre. Répondre. Répondre avec cette conscience qu'on vient de décrire, en ajustant ses mots, en offrant des choix, en ralentissant. Comprendre ces concepts, c'est une chose. Mais je suis vraiment curieux de voir comment ça s'incarne. Comment on passe de la théorie à la pratique. Dans la pièce, au moment où la relation se tisse. Alors, Les sources parlent de synchronisation consciente. Le terme est très juste, je trouve. Presque musical. c'est une très bonne image, parce qu'il s'agit bien d'un accordage. C'est un des piliers silencieux de la relation sécurisante. Ce n'est pas une imitation grossière, mais un ajustement subtil au rythme de l'autre. Par exemple, Par exemple, les notes décrivent le mirroring corporel. c'est le fait de copier la posture de l'autre. J'ai toujours trouvé ça un peu mécanique, un peu forcé. Ça peut l'être si c'est fait sans conscience. Mais ici, l'idée, c'est de refléter discrètement la posture ou le rythme de la respiration. Ça crée un écho non-verbal, une résonance, qui dit « je suis avec toi » sans un mot. C'est subtil. C'est très subtil. C'est pas de l'imitation,
C'est presque comme accorder son instrument sur la même note que l'autre. C'est une belle analogie. Et la deuxième forme de cette synchro, c'est le passing verbal. C'est le fait d'harmoniser son langage. Si la personne parle lentement, avec de longues pauses, On ne va pas arriver avec un débit de mitraillette. voilà, on ralentit. Si elle utilise une métaphore qui lui est chère, on peut la reprendre avec respect. Ça crée une sensation d'être profondément entendu. Et la troisième forme, ça semble être un peu le point culminant de cette pratique. Oui, c'est l'ajustement intuitif. C'est cette capacité, presque un sixième sens, à sentir une tension monter et à proposer une pause avant même que la personne le demande. D'accord. Ou à l'inverse, sentir une petite ouverture, une détente, et y répondre par un sourire. Une phrase des documents résume bien l'éthique de cette pratique. Laquelle? L'autre doit sentir « tu m'accompagnes, tu ne me poursuis pas Tu ne me poursuis pas. C'est fort. Cette idée d'accompagnement m'amène à un autre point fondamental soulevé dans les sources, la question du pouvoir. ». Ah oui, par définition, la relation de coaching est asymétrique. Le coach est en position d'expert, de guide. Comment on navigue ça sans écraser l'autre? C'est le cœur éthique de la démarche. Les documents sont très clairs. Pour que cette asymétrie ne devienne pas problématique, il faut activement et constamment la déconstruire, en redistribuant le pouvoir. Et ça passe par des choses très concrètes dans le langage, j'imagine. Exactement. C'est utiliser systématiquement des phrases qui redonnent le choix à la personne. Des choses comme « Est-ce que c'est juste pour toi si on explore ça maintenant ? D'accord. Tu as le droit de me dire stop à tout moment. » Ou « On peut s'arrêter là » ou « Continuer. Qu'est-ce qui te semble mieux ?» Le consentement, c'est pas juste une case qu'on coche au début de la première séance. Pas du tout. C'est un processus vivant qui respire tout au long de la relation. C'est ça. C'est un consentement actif, renouvelé, libre, et qui doit inclure le droit au non, au silence, au je ne sais pas. Le but, c'est de rendre le cadre respirable, de s'assurer que la personne se sent souveraine de son propre cheminement. Les sources insistent aussi beaucoup sur l'adaptation de cette posture aux personnes issues de groupes minorisés. Oui, Et c'est un point crucial, parce que des micro-agressions, même involontaires, peuvent complètement torpiller cette alliance qu'on s'efforce de construire. c'est une couche de complexité supplémentaire qui demande encore plus d'humilité. La démarche, c'est pas de ne pas voir les différences, ce qui revient à effacer le vécu des gens, Bien sûr. mais au contraire de reconnaître l'existence de réalités spécifiques sans pour autant prétendre les connaître. Et ça se traduit comment concrètement? Ça peut être très simple. Par exemple, pour les personnes LGBTQIA+, c'est prendre l'habitude de demander dès le début quel prénom et pronom la personne utilise au lieu de supposer. Ce qui devrait être la base en fait. Ça paraît anodin, mais ça envoie un signal très fort de respect et de reconnaissance. Donc l'enjeu, c'est pas de devenir un expert de chaque identité, ce qui serait impossible, Non, bien sûr. mais de déconstruire l'idée qu'il y a une manière normale ou standard de réagir dans un coaching. C'est de laisser l'autre définir son propre cadre. Tu as mis le doigt dessus. Le principe de base, c'est de questionner ses propres normes, ses propres angles morts. Est-ce que je projette une image de ce qu'est un bon client? Est-ce que mon langage est vraiment accessible? Oui, Pour une personne neurodivergente, par exemple, ça peut vouloir dire être à l'aise avec les silences, laisser plus de temps pour formuler une pensée. Pour une personne racisée, c'est ne pas attendre d'elle qu'elle nous éduque sur son vécu. La posture, c'est toujours la même, rester curieuse et reconnaître qu'on ne sait pas. ce qui ressort de toute cette exploration finalement, c'est que créer un espace sécurisant, ce n'est pas une technique, Non. c'est un art, une danse. Ce n'est pas une checklist, mais bien une qualité de présence, une posture intérieure à cultiver. Une posture qui repose sur la conscience, l'humilité et la responsabilité. C'est un véritable changement de paradigme. Comment ça? On passe d'une intention de savoir ou de résoudre quelque chose pour l'autre à une intention de comprendre et de soutenir l'autre là où il est. Il y a une phrase dans les notes qui, je trouve, résume ça à la perfection. C'est la relation qui guérit, pas le formulaire. C'est tout à fait ça. Et il est aussi dit que la réparation du lien quand il a été écorné est parfois plus puissante que sa construction parfaite. Accepter qu'on n'est pas parfait et qu'on peut s'excuser fait aussi partie de la sécurité. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que cette réflexion, elle dépasse de très loin le seul cadre du coaching. Ah oui? Mais oui, elle nous interroge sur notre manière d'être en relation au quotidien, avec nos proches, nos enfants, nos collègues. C'est une remise en question de la qualité de notre écoute et de notre présence à l'autre, quel que soit le contexte. Ça ouvre une perspective immense en effet. Et ça nous laisse avec une question à laisser infuser. Une question simple en apparence, mais pas si facile dans la pratique. Allons-y. Dans nos propres interactions, à quel point laissons-nous réellement de la place au rythme de l'autre, à son silence,
à la possibilité qu'il ou elle nous dise non ou simplement pas maintenant. Sommes-nous vraiment des accompagnants ou un peu trop souvent des poursuivants?